Alors bonjour à toutes, et à tous. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la fable Rien de trop et nous allons l'étudier dans son intégralité puisqu'elle ne fait que 28 vers. On va donc, reprendre le même principe que les 2 lectures linéaires précédentes en s'intéressant en particulier au, mouvement, du texte. Alors, 3 mouvements étaient possibles dans ce texte, dans cette fable. Vous voyez les vers que je vous ai indiqués, sur, l'écran. Toutefois, ceux qui avaient trouvé des, mouvements, autour de plutôt 4 ou 5 mouvements que j'avais, regardés avec vous sont tout à fait envisageables dès lors que vous expliquerez bien à l'examinateur la progression, des idées au gré des vers. Donc on va s'intéresser à ces 3 mouvements mais comme je vous l'ai dit souvent en cours, hein, si vos mouvements sont justifiés, eh bien gardez-les au même titre que les différentes problématiques qu'on a pu formuler ensemble. Donc c'est ce que je vous indique, vous pouvez les conserver. Alors, avant de débuter véritablement le premier mouvement, n'oubliez pas, même si je sais que vous n'avez que 10 minutes, d'intégrer, l'analyse avant de démarrer, dès le premier vers votre, observation, vos observations. N'oubliez pas de rappeler et de montrer à l'examinateur, vous vous souvenez, la symbolique, du titre de la fable «Rien de trop», qui renvoie à cette fameuse inscription sur le fronton, du temple de Delphes consacré à Apollon, qui, complétait l'autre phrase, le fameux «Connais-toi toi-même» et donc, vous montrez bien, par, le titre choisi, par La Fontaine qu'il y a, un hommage bien sûr, aux références antiques et on voit bien dès le titre que La Fontaine inscrit sa fable dans une vraie réflexion philosophique et s'adresse, humblement à son lecteur. Ce qui permet de conforter ce premier mouvement qui ne s'inscrit pas du tout, comme les autres fables dans cette portée, on va dire, vraiment moralisatrice. Et c'est ça qui fait sa singularité et c'est la raison pour laquelle aussi je l'ai choisi, parce que autant les autres ont une portée, ont une morale finale, là, ce que l'on constate, c'est plus, une des conseils, un conseil, avisé et d'ailleurs, le poète s'inclut dans cette dimension-là, c'est plus une réflexion que l'on devrait avoir, tous ensemble autour de la modération, de la lutte contre les excès, quels qu'ils soient. Et donc l'originalité de la fable consiste à montrer qu'il y a ici un conseil avisé qui ne se situe pas qu'à la fin de la fable, mais aussi au début. Et ce qui est frappant, c'est l'utilisation, ce qui est quand même rare chez La Fontaine, d'emblée du pronom personnel inaugural «je» qui s'adresse au «on» du lecteur. Il y a un vrai dialogue, une vraie réflexion commune qu'il invite à avoir. Dans cette, partie-là, dans ces 6 premiers vers, donc il, donne sa position, ouvertement quant à, justement ces attitudes qui ne sont pas, modérées, qui sont excessives et c'est une position qui est ferme, qui se voit aussi par les tournures négatives. «Je ne vois point», «Cela n'arrive guère» et il y a ici, justement la mise à la rime volontairement des mots-clés comme modérément, tempéramment, nullement, qui affichent son point de vue. D'emblée, il invite à la modération, à la tempérance, qui bien sûr sont à l'opposé d'une conduite excessive. On voit bien ici aussi l'usage de la question rhétorique, le fait-on, tout de suite renchéri par l'adverbe nullement, qui est mis à la rime volontairement en écho à modérément tempérament pour montrer qu'il fait ici un constat grave, constat renforcé bien sûr par l'usage du présent de l'indicatif qui d'emblée prend ici presque la valeur d'une vérité générale, ou du moins d'un constat général. Tout être humain se comporte toujours malheureusement dans l'excessivité. Et on voit bien ici qu'il joue déjà avec l'hétérométrie des vers, la brièveté des vers va s'opposer au côté excessif des comportements. On pourrait donc dire que ce premier mouvement est un mouvement qui prend toute sa valeur, inaugurale, c'est-à-dire qu'il y a une introduction de la thématique qui va être ensuite illustrée dans le second mouvement à partir,
du vers 7 où vous avez l'évocation du blé. Donc ce passage qui va, ce deuxième mouvement, hein, qui va du vers 7 comme on l'avait indiqué, jusqu'au vers 24, ce passage a pour objectif d'illustrer. Et donc, on est bien dans une démarche didactique. Dans un premier temps, il affirme: «Oui, nous sommes tous marqués par nos conduites excessives» et donc là, il va l'illustrer concrètement en commençant de façon hiérarchique à, évoquer tout d'abord les éléments de la nature et en l'occurrence, dans un premier temps, le blé. Cette excessivité donc se traduit bien sûr par tout un réseau lexical d'expressions que je vous ai mis ici sur, le visuel, riche présent, touffu, superfluité pardon, abondamment, tous ces termes qui sont renforcés par, aussi, les adverbes intensifs trop, qui sont repris soit en début de vers, trop touffu, ou à l'hémistiche, poussant trop abondamment, montrent ici d'emblée ce caractère excessif qui est renforcé aussi par l'image et la référence mythologique à la blonde Cérès. Ces termes qui renvoient déjà à la notion de l'excès sont bien sûr et font écho aux autres termes que vous voyez sur le visuel aussi, qui sont épuise, ôte, qui sont des verbes qui justement sont, opposés, et renforcent le côté ou l'action presque machiavélique du blé sur les terres qui sont amenées à se reposer avant d'être de nouveau cultivées. On a bien donc, d'emblée, une démarche didactique parce qu'on visualise cette idée du blé qui envahit tout, donc une démarche presque pour visualiser, cette notion, de l'excès et puis cette habileté, en très peu de vers, à construire presque une vision antithétique entre le blé superflu et les pauvres terres qui justement n'arrivent plus à, vivre. Ensuite, après les éléments végétaux, qu'introduit de manière habile, comme, on a évoqué, cette idée d'impression crescendo, hein, de gradation ascendante, La Fontaine introduit ensuite, bien sûr, les animaux par le biais de l'évocation des moutons, puis ensuite, des loups. Alors, ce qui est ici, intéressant, c'est que les préceptes dictés par Apollon, qui invitait les hommes à la modération, sont ici repris par l'évocation de Dieu. Pour corriger le blé, Dieu permit aux moutons. On a donc une substitution de personnages, on peut dire comme ça. Apollon est remplacé par Dieu, les préceptes antiques sont remplacés par les préceptes divins et le côté autoritaire, la décision divine, est renforcé par les termes comme le verbe permis qui est utilisé dans ce passage à 2 reprises et puis des termes forts comme le verbe corriger. On voit aussi, ce qui est intéressant, le vers, il «gâtèrent tout et tout broutèrent». On a presque ici une forme, de chiasme, c'est-à-dire cet écho entre «gâtèrent» et «broutèrent», les verbes au passé simple et l'adverbe «tout» qui est mis à l'hémistiche et qui se fait écho en forme de miroir, qui, montre et intensifie ce côté excessif dans le comportement animal. Les végétaux se comportaient de façon immodérée, les animaux ne font que confirmer cette attitude. On voit bien d'ailleurs que, la tournure volontaire du passé simple souligne une action brève comme pour renforcer ce côté excessif et brutal, des animaux, de façon évidente. Ce côté d'ailleurs excessif et brutal pourrait se retrouver dans le vers «D'en croquer quelques-uns, ils les croquèrent tous». On voit ici qu'avec subtilité et puis avec toute cette habileté classique, La Fontaine utilise tout d'abord, le poly la l'utilisation de la polyptote du polyptote pardon, par l'utilisation de croquer qui est décliné ensuite par croquèrent, c'est-à-dire de l'infinitif on passe au passé simple. Donc il y a un renforcement, par cette forme de polytote, qui a presque les sonorités, hein, qui montrent aussi la brutalité et puis l'écho des, justement pronoms indéfinis, quelques-uns, tous, qui montrent bien comment, l'excessivité, ce côté, ravageur se met, progressivement en place. Donc après les végétaux,
Après les animaux, La Fontaine vient à évoquer, bien sûr, le, comportement des humains qui vont, parachever cette attitude excessive. On a l'utilisation, hein, du connecteur, Puits, qui montre bien, comment aussi, de façon habile, La Fontaine sait utiliser les techniques de récit, la structure narrative, hein, qui montre cette linéarité presque implacable de l'excessivité qui envahit tout le monde, puis le ciel permis aux humains de punir ces derniers. On retrouve toutes les connotations, sentencieuses et de la punition, par justement le terme punir, toujours le ciel qui remplace cette fois-ci Dieu, le ciel permis aux humains, et nous avons, des termes comme les verbes abuser, qui est au passé simple, qui souligne encore une fois cette brièveté, du comportement, qui fait écho avec, le terme, bien sûr aussi, de l'excès, de cette, attitude. Et bien sûr, vous avez cette, phrase, hein, qui est, sur, 2 vers: «De tous les animaux, l'homme a le plus de pente à se porter dedans l'excès». On voit bien ici le recours au présent de vérité générale, la tournure superlative, le plus de pente, qui condamne définitivement celui qui est au sommet de cette chaîne implacable, en l'occurrence l'homme. On arrive ainsi au troisième mouvement qui va clore, la fable, et encore une fois, qui fait écho aux 6 premiers vers qui étaient un peu en valeur de qui avaient une fonction presque ici de constat. Donc on retrouve cette circularité de la fable qui renvoie aux 6 premiers vers. Les 4 derniers vers ont pour fonction de poser un constat. Encore une fois, insistez bien sur cette idée qu'il n'y a pas véritablement de morale. C'est une constatation que rien ne peut changer dans le comportement des hommes. Et là, on a cette vision, plutôt, pessimiste et peu enjouée de La Fontaine, avec, justement ce constat qui, montre bien qu'il sera difficile de faire changer les attitudes, d'où la tournure du conditionnel. Il faudrait faire le procès, ce qui ne veut pas dire qu'on pourra, le faire. Il n'est âme vivante qui ne pêche. On voit bien ici, le recours à la tournure, négative, l'emploi bien sûr des verbes qui renforcent l'idée de cette vérité générale, mais qui ne fait pas pour autant changer, l'attitude humaine. Les verbes, donc pêcher, observer, parler, qui montrent bien que, tous sont dans le constat, mais, personne ne passe à l'action. On pourrait relever aussi la tournure exclamative: «Il n'est âme vivante qui ne pêche en ceci», qui montre quelque part un petit peu le désarroi, de, La Fontaine de ne pouvoir faire qu'un constat et de ne pouvoir observer que le fait que rien ne change. D'où le rien de trop qui est mis en évidence, dans le second hémistiche. Rien de trop est un point dont on parle sans cesse. Relever aussi l'enjambement qui montre bien que c'est un débat malheureusement sans fin et qui se clôt par la tournure négative totale. On n'observe point. Constat d'échec de la part de La Fontaine. Ainsi, vous mettrez vraiment bien en évidence cette idée de non pas une morale, il ne veut pas inviter le lecteur à suivre ce que tu dis, c'est juste un constat. Et peut-être d'ailleurs le constat est peut-être plus prometteur que de vouloir imposer une vision. On pourrait alors mettre en place la problématique que vous voyez apparaître sur l'écran. Bien évidemment, il y en a d'autres que l'on pourrait, formuler, mais veillez à bien montrer ici que c'est une réflexion, de sagesse, de la part de La Fontaine, qui n'est en rien une leçon qu'il veut dicter et imposer. Et vous montrerez combien cette fable est excessivement moderne. Et c'est peut-être aussi ce côté un peu tragique, car cette fable du XVIIe siècle pourrait très bien s'appliquer à nos comportements humains aujourd'hui. Et donc c'est là ce qui est intéressant, c'est de voir comment La Fontaine, au-delà des récits plaisants, parvient à nous toucher encore aujourd'hui par ses préceptes des plus philosophiques.